Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous voici pour un nouveau numéro de notre émission Rencontre et Entretien. Rencontre et Entretien aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui va certainement se présenter, vous dire qui est-il et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je réponds au nom de l'ingénieur Fernand Kibangu. Bon, je suis un expert en environnement. Mais dans le temps, je travaille aussi à la coordination de ingénieur, nous sommes en train de nous préparer pour commémorer beaucoup de festivités sur le plan environnemental. D'abord, nous allons commémorer la journée internationale de la biodiversité. Ensuite, nous allons commémorer une autre journée internationale de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi autant de commémorations, pourtant rien ne change dans la vie active? D'abord, je tiens d'abord à remercier pour l'invitation, mais aussi de l'intérêt que vous accordez aux problèmes environnementaux dans notre pays, mais aussi dans notre province. Nous commémorons les journées internationales, ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour interpeller les consciences de tout un chacun de nous, puisque nous faisons partie des Nations Unies et nous avions ratifié pas mal de traités et de conventions. Pour la journée internationale, la journée mondiale de la biodiversité, c'est de la Convention pour la biodiversité. Nous faisons partie, membres de la Nations Unies, et nous avions signé ces conventions. Par rapport à la journée internationale de l'environnement, c'est la même chose. Les Nations Unies ont instauré ces journées, c'est pour conscientiser les gens, en fait. C'est pour tirer l'attention de membres pour qu'ils fassent un effort de pouvoir informer, de former sa population par rapport à la gestion de l'environnement. Et c'est comme ça que pour cette année, pour la journée de la biodiversité, on a retenu le thème intitulé « Vous et moi, nous faisons partie des solutions ». Puisque nous connaissons pas mal de problèmes dans notre environnement, pas mal de problèmes dans la gestion de la biodiversité. C'est comme ça que les Nations Unies ont jugé que vous, qui êtes journaliste, tout le monde, vous faites partie des solutions. Moi qui suis acteur dans cet environnement, je fais partie. Les jeunes, les vieux, les peuples autochtones, tout le monde a une part de solutions dans ce que nous sommes en train de faire. Exactement. Voilà un peu pourquoi nous avions tenu à instaurer et à participer à cette émission, puisque ça fait partie des éléments de la sensibilisation pour résoudre quand même certains des problèmes. Vous avez dit que nous commémorons les journées, mais il n'y a rien qui s'est fait sur terrain. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que nous avons pas mal de biodiversité, nous avons pas mal des écosystèmes, puisque selon les dictionnaires et selon même la définition de la biodiversité, il est dit que la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un écosystème bien déterminé. Pour les communs des mortels, ils ne vont pas comprendre ce que c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est un milieu dans lequel vivent les êtres vivants. Un exemple. Nous prenons un exemple de notre lac Kivu, ici. Là-dedans, il y a des êtres vivants qui vivent et qui nécessitent notre attention. N'est-ce pas? Nous avons les forêts. Il y a des poissons, il y a des algues, les phytoplanctons, les zooplanctons. Il y a beaucoup de choses, même des éléments chimiques. Nous avons le gaz méthane qui est là, même si ce n'est pas un être vivant, mais ce sont des éléments que nous pouvons capitaliser. Ça, c'est un. Nous avons les forêts. Dans les forêts, nous avons pas mal de biodiversité. Nous allons prendre notre cas particulier, le parc national de Kahuzi-Biega. Là-dedans, nous avons des animaux emblématiques qui font que les touristes quittent dans leur pays pour venir les voir. Et ça, c'est de la biodiversité que nous devons protéger. Quelque chose aussi à protéger, à capitaliser.
nous avons encore des gorilles, nous avons encore des éléphants, nous avons encore... Même si le nombre a réduit, mais nous avons encore ces biodiversités. Nous prenons un cas, j'ai cité le cas des eaux. Il y a on appelle ça les eaux thermales. Je ne sais pas si vous connaissez les termes. Les eaux thermales. On appelle communément Mayamoto. Les eaux chaudes. Les eaux chaudes de la terre. Ça, c'est l'écosystème. Il y a des gens qui oublient que ces eaux thermales-là... Il y en a vers Nyangezi, à Walungu, dans la plaine de la Bozizi, à Katana. Ces eaux thermales jouent un rôle très important dans notre environnement. Peut-être que les gens ne savent pas, mais demandez un peu même les mamans, les vieilles mamans qui sont dans nos villages, ils savent l'importance de ces eaux. Nous avons la terre. Dans la terre, il y a pas mal de micro-organismes, pas mal de biodiversité. Nous avons les vers de terre. Les vers de terre jouent un rôle très important dans la composition de certains éléments essentiels. Mais que dire de gens-là qui mettent du feu pour essayer... Exactement. Vous avez dit, il n'y a rien qui s'est fait, mais nous interpellons tous ces mondes-là qui font ce qu'on appelle de l'agriculture itinérante surveillée. C'est vrai que les efforts ne sont pas encore considérables, mais nous sommes en train d'aller petit à petit à conscientiser tous ces mondes. Je sais que ce n'est pas facile à convaincre un paysan forestier à cesser de faire la culture itinérante surveillée. Moi-même, je fais des recherches par rapport à ça et je vous dis que ce n'est pas facile. On a fait ça, on a tenté en Amérique latine, on a tenté en Afrique et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de solution par rapport aux forestiers pour cette pratique-là de l'agriculture itinérante surveillée. Donc, quelque part, nous sommes en train de faire des efforts. J'ai parlé de la forêt. Vous connaissez les peuples autochtones, les pygmées. Les pygmées vivent dans la forêt. Mais aujourd'hui, vous connaissez les problèmes des peuples autochtones. On est en train de les refouler pour les mettre en dehors de la forêt. Pour exterminer la forêt. Pour exterminer la forêt. Mais aussi de ce côté, même si on dit qu'il n'y a rien qui s'est fait, on est en train d'encadrer quand même ces peuples autochtones, même si on a dit qu'on les a refoulés, mais le gouvernement est en train de faire un effort pour chercher des endroits dans lesquels ils doivent vivre. Mais ce n'est pas leur milieu naturel. Ce n'est pas leur milieu naturel. Et nous avons le lac Tanganyika aujourd'hui où on pêche des poissons, il y a des algues, on a dit, des zooplanctons, mais il y a des remontées. Aujourd'hui, le lac Tanganyika est en train de déborder. Et les gens qui sont aux alentours, ils sont en souffrent déjà aujourd'hui, dans les 10 mètres de rive. Non, nous avons constaté même au niveau de la frontière, quand Vivira Bourouille, il y a déjà donc le bureau de l'OGM. On fermait. Parce que ça se trouve déjà dans l'eau. On fermait. Je prends le cas de notre rivière Ruzizi. Quand vous regardez le flanc de la rivière Ruzizi, il y a des gens qui occupent déjà les bassins versants. Mais avec toutes ces conséquences. Avec toutes ces conséquences. Mais quand vous regardez de l'autre côté de la rive, du côté du Rwanda, il faut quand même qu'on se dise les vérités. Vous allez trouver qu'il y a encore de la verdure. Tout ça, ce sont des conséquences que nous avions connues des problèmes de guerre. Mais les efforts se font. Nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce sont des efforts. Nous voulons interpeller et le gouvernant, les gouvernés, tout cela, toutes les parties prenantes, qui comprennent que nous avons tout intérêt, tous, à protéger notre environnement. Nous avions connu des perturbations avec toutes les guerres que nous avions connues. La guerre de 97, de 2000, toutes ces guerres-là nous ont perturbé notre environnement. Mais nous sommes en train de venir petit à petit pour restaurer, comme ça s'est dit dans la journée internationale de l'environnement. Bien, ingénieur, nous sommes ravis de voir un peu cette introduction que vous venez de nous donner. Mais parlons de l'environnement proprement dit. Vous venez de nous parler du patrimoine mondial. Nos forêts sont aujourd'hui classées dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Mais que gagne la RDC dans cette classification du patrimoine mondial? Oui, exactement. Quand nous prenons le cas de notre parc national de Kahuzi-Biega, il est classé effectivement parmi les patrimoines mondiaux. Et comme je vous ai encore dit, nous faisons partie des Nations Unies. Les Nations Unies sont conscientes de ce qui se passe dans notre province, dans notre région. C'est comme ça que vous trouvez de temps en temps fonds verts
des fonds RAID, des fonds FONARED. Ce sont des fonds qui arrivent pour venir réparer. Non, s'il y a des fonds verts, donc il y en a de rouges. Non, les fonds verts, effectivement, c'est compte tenu de la verdure. Hein. Donc c'est une appellation. C'est une appellation pour venir rectifier, corriger les bavures que nous essayons de causer dans notre environnement. Il y a des fonds qui sont prévus pour venir corriger. Et vous avez suivi dernièrement, il y a eu des réunions de COP 20, c'est pas moi, COP 24 ou 25, où on avait effectivement prévu qu'on puisse donner des fonds pour venir réparer certains dégâts qui ont été causés dans les jours passés. Ce qui est un peu marrant, on doit se le dire, ce qui est un peu difficile, c'est que certains fonds n'arrivent pas à la destination. Nous voyons, il y a certains partenaires internationaux qui sont ici. Je vais citer la FAO, je vais citer la GIZ, je vais citer WWF, qui reçoivent quand même des fonds. Et ces fonds-là, effectivement, d'une manière ou d'une autre, jouent leur rôle pour essayer un peu d'encadrer, que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans la gestion. Non? Ils gèrent un peu toutes les populations qui sont aux alentours de cet écosystème pour qu'ils n'entrent pas là-dedans. Nous déplorons toujours que les fonds-là n'arrivent pas jusqu'aux derniers bénéficiaires. C'est là où il y a encore des problèmes. Puisqu'il y a de ceux-là, bon, on fait la catégorisation, on fait l'identification des bénéficiaires, mais il y a de ceux-là qui sont destinés à avoir cet argent, mais ils n'en bénéficient pas. Vous avez suivi, il y a les peuples autochtones qui sont aux alentours du parc. Ils ont été refoulés, entre guillemets. Je m'excuse beaucoup de ce terme. Ils ont été refoulés dans la forêt et qui sont aux alentours aujourd'hui du parc. Mais ces gens-là, on doit chercher de la terre pour eux. On doit savoir on doit chercher comment les caser. Comment les caser. Ils doivent avoir les champs pour vivre. Leurs enfants doivent étudier. Ils doivent avoir les soins médicaux. Ce sont des Congolais, comme tous les Congolais. Donc ils doivent bénéficier de tous les droits que tous les Congolais ont. Et aujourd'hui, on sent encore qu'il y a des réticences. Il y a des fonds qui arrivent. Mais cette catégorie de la population n'a bénéficié pas, il est délaissé. Et le gouvernement est en train de faire quand même sa part, mais il est encore trop minime. C'est comme ça que nous sommes en train d'interpeller toujours les acteurs, tout ce monde-là qui reçoivent de l'argent, de pouvoir utiliser cet argent pour des fins utiles. Voilà un peu les problèmes que nous avons par rapport à la gestion de... Mais les patrimoines mondiaux, nos partenaires internationaux sont en train de faire un effort. Ils sont en train de faire un effort à leur niveau. Ils envoient l'argent, mais il faut que cet argent soit utilisé effectivement pour des faits qui ont été affectés. Cet argent. Voilà, vous venez de parler du dossier des autochtones. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a de couches qui sont en train de combattre même des fois des gardes-parcs. Oui. Les gens qui protègent cet environnement-là. Oui. Comment l'État congolais essaie de juger, essaie de prendre cette question, de gérer cette question? Oui. C'est une question très cruciale aujourd'hui. Hein. Nous connaissons un problème très sérieux pour la gestion du parc de Kahuzi-Biega. Il y a des malfaiteurs, s'il faut les parler ainsi. Des gens qui entrent là-dedans et qui font des dégâts, hein, des exploitations illicites minéraires. Il y a des gens qui tuent les animaux, il y a des gens qui coupent les bois en désordre, ils font de la braise. Il y a ces gens-là qui exploitent. Les peuples autochtones ont quand même le droit d'avoir des plantes médicinales, hein. Mais on ne peut pas, on ne sait pas les interdire puisqu'ils vivaient de ça. Il y a pas mal des assises ou des ateliers qui ont été organisés par le gouvernement pour faire comprendre aux uns aux autres que nous avons intérêt à protéger cet écosystème. Puisque en protégeant cet écosystème, nous tous nous bénéficions d'une manière ou d'une autre. Puisque quand il y a des touristes qui viennent à Bukavu, qui viennent au sud du Kivu pour venir visiter, cet argent nous aide tous. Ça nous aide tous. D'une manière ou d'une autre. Ça va construire, cet argent va construire des écoles. Ce sont des enfants, ce sont les enfants qui vont étudier là-bas. Cet argent va participer dans la réhabilitation soit de la route qui mène vers les parcs.
nous tous nous passons aussi par là, et tous les commerçants passent par là. Et cette même route va vers l'aéroport. Cet argent va encore dans l'aéroport. Vous avez vu comment cet état de route était. Et donc, si nous parvenons tous à avoir un même langage, hein, de la bonne gestion de cet écosystème, nous avons la possibilité de tirer les profits, les bénéfices de la gestion de cet écosystème. J'ouvre une parenthèse. Je voulais féliciter nos braves voyants militaires qui sont dans les fronts, qui font du bon boulot, qui sont en train de bouter hors d'état de nuire toutes ces forces négatives qui essaient un peu de nous mettre en difficulté. Je vois nos militaires qui sont à Beni, qui sont à Bunia, qui sont à Ituri, qui sont à Bukavu, même dans qui sont dans les hauts plateaux, et qui font du bon boulot pour protéger nos écosystèmes. Je félicite et je ferme cette parenthèse. Je disais que nous tous, nous sommes appelés à pouvoir conjuguer des efforts pour que nos écosystèmes soient protégés, aient leur valeur. Ça va de notre bien pour nous, mais aussi pour la génération future. Puisque si nous sommes en train de gérer seulement cet écosystème pour nous seulement, la génération future nous demandera des comptes. Et ça va être un problème. Merci beaucoup, ingénieur Fernand. Nous continuons toujours avec vous. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes en train de suivre votre émission Rencontre et Entretien. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ingénieur Fernand. Il est de la division de l'environnement, ici en province du Sud Kivu. Il est en train de nous parler de l'écosystème, de la biodiversité, de l'environnement et des efforts de tout un chacun pour sa protection. Ingénieur, il y a un lobby mondial qui est en train de se faire quant à la gestion de l'énergie électrique. Oui. Maintenant, on commence à penser peut-être à la promotion, faire la promotion même des véhicules électriques. Oui. Est-ce que vous pensez que maintenant, la République démocratique du Congo est à mesure de marcher sur les pas du monde? Bon, pas encore, hein. Ça c'est mon point de vue personnel. En observant notre environnement, nous sommes encore très loin de cette pensée. Nous marchons encore à contre-courant. Pourquoi? Puisque quand vous regardez les pourcentages, d'abord, de la population qui consomme du courant électrique, le pourcentage est trop faible. Ça arrive à 5%, je pense, avec les rapports de ce que nous avons vu ici au niveau de la province. 5% de la population reçoivent du courant électrique. Et un courant électrique, mais c'est ça les 5% là. Nous sommes dans les 5%. Quand vous regardez par exemple, nous sommes encore trop dépendants de tous les moyens, les générateurs, il faut du carburant, qui doivent de l'extérieur, les mamans doivent préparer avec de la presse. Tout ça, donc, c'est-à-dire que nous sommes encore à un niveau très rudimentaire pour lequel nous n'avons pas encore maîtrisé tous les paramètres. Donc, maîtrisons d'abord tous les paramètres de notre contexte, pour aller dans l'espère mondiale. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour arriver à ce niveau, avoir un véhicule électrique. Nous avons des véhicules aujourd'hui qui consomment du carburant, et ces carburants polluent l'atmosphère. Maîtrisons d'abord ça. Maîtrisons ça. Parce que nous ne sommes pas encore à mesure de maîtriser tous nos véhicules qui sont en train de polluer. Aujourd'hui, j'ai eu des informations selon moi, en Europe, il y aurait des véhicules qui, dans les échappements, il y a quand même des dispositifs qu'on met pour essayer un peu d'atténuer les CO2 qui sont injectés dans l'atmosphère. Ce sont ces CO2 qui sont à la base de la pollution. Et je vais dire en passant, parmi les solutions, puisque ce sera parmi les solutions, un seul être qui est capable de consommer ce CO2, c'est l'arbre. Que nous sommes en train aujourd'hui de négliger dans notre pays. Nous sommes en train de couper. Que nous sommes en train de bousiller, puisque nous ne connaissons pas bien sûr l'importance de les bienfaits de cet être. Nous avons encore un problème. Dans notre lac Kivu aussi, nous avons le gaz méthane. Ce gaz méthane doit nous servir, que nous pouvons transformer pour remplacer, corriger, pas corriger, mais pallier au problème du courant électrique que nous avons, les gaz méthane. Mais nous sommes encore en train de patauger.
sur place. Ce qui ne nous avantage pas. Pas la quantité qui est là-dedans. Demain ou après-demain, on va nous dire non, il n'y a plus de gaz. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable. C'est une ressource qui peut s'épuiser à n'importe quel moment. Donc nous avons tout intérêt à maîtriser toutes ces sources, ces ressources qui peuvent nous aider à rentabiliser l'énergie. C'est vrai que nous sommes obligés de consommer ce que nous avons. Les bois, qui nous servent dans beaucoup d'histoires, avant les charbons de bois. Mais nous devons les gérer d'une manière rationnelle. C'est comme ça que la journée internationale de l'environnement, on a prévu qu'il y aurait la restauration des écosystèmes. C'est-à-dire, là où il y a une fragmentation des ressources, nous devons maintenant commencer à penser comment restaurer. Comment restaurer, comment restaurer. Nous devons penser, nous devons avoir un plan environnemental, un programme environnemental où nous disons ceci, cette année, dans les 2 ans, nous devons faire ceci. Dans les 3 ans, nous devons faire ceci. Dans les 4 ans, nous devons faire ceci. Et ça, nous avons des experts. Nous avons des gens intelligents dans ce pays. Mais nous avons des ressources. Mais qu'est-ce qui manque? Bon, je ne sais pas, vous pouvez aussi trouver une solution. Peut-être une politique étatique. C'est possible et une mauvaise politique qui ne permet pas à tous les acteurs de conjuguer les efforts ensemble. Mais moi je pense qu'il y a la prise déjà de conscience petit à petit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour essayer un peu de susciter à tout le monde, de se révolter quoi. Oui, ingénieur, vous venez de parler de quelque chose d'intéressant. Vous venez de parler de la restauration. Oui. Mais aujourd'hui, parlons un peu de la gestion des déchets dans notre province. Comment se passe cette gestion dans notre province, dans notre pays, ou soit dans le continent africain? Si nous parlons restauration, est-ce que les gens sont outillés pour faire une restauration de ces déchets que les gens jettent, je ne sais pas, en désordre, qu'ils utilisent abusivement? Ah, ça aussi c'est une question très importante, monsieur le journaliste. En observant notre environnement, parce que nous observons, mais nous devons aussi participer à principe. En observant notre environnement, nous sommes en train de déplorer ça. La gestion des déchets nous dépasse aujourd'hui. Nous sommes dans une sorte de monotonie. On parle, les gens jettent, on enlève, ça retourne, mais on est comme si on est dans les statu quo. On est dans on fait les marquer les pas. Je vous ai dit que nous avons déjà intégré. C'est pas pour rien que nous faisons sortir des universités l'UEA, l'UCB, l'IOB. Ce sont des penseurs. Ce sont des penseurs. Et moi je pense qu'il faut capitaliser toutes ces ressources. De temps en temps nous faisons des ateliers, de temps en temps nous faisons des assises. Mais on ne voit pas une certaine évolution. Passez aujourd'hui ou demain à l'essence, vous allez trouver qu'il y a un temps des déchets qui sont là-bas, au niveau du Bamaro. Et à chaque jour, chaque samedi, vous allez attendre de communiquer à la radio. Non, il y aura Salongo. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, deux fois on enlève. On enlève dans les caniveaux. On entend c'est là-bas. Et on attend que la mairie vienne. Il pleut, ça revient encore. Là-bas. Donc vous comprenez que la filière gestion des déchets, on ne les suit pas. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux dans notre environnement. Nous n'avons pas de dépotoir électrique. Puisqu'il n'y a plus d'espace. Nous n'avons plus de dépotoir électrique. Nous n'avons plus de dépotoir final. On avait prévu que le dépotoir final serait installé au niveau des Kabare, mais il s'est posé un problème à Kabare. Jusque-là, la population n'a pas été acceptée. Donc, aujourd'hui, quand les gens ont tous ces services-là qui sont en train de charger l'évacuation des déchets, ils les jettent, soit à l'Elakat, soit à Baki. Mais il faut aussi voir la capacité de réception de ces déchets. J'ai lu un rapport de la mairie. On vous dit que la ville de Bukavu évacue au moins 60 000 tonnes. 60 000 tonnes par jour. Vous imaginez? Comment gérer? Or, si on avait un dépotoir final bien organisé, on devait faire tout là-bas, les tri. On enlève tout ce qui est non dégradable. Les dégradables, on les met à côté. On transforme, on rentabilise.
c'est qu'on va transformer tous les déchets ménagers là-bas, peuvent nous servir dans beaucoup d'histoires. Mettre dans les champs. Mettre dans les champs. Des sachets, comment je dis, des paquets pour des fleurs. Tout ça. Des pavés. Tous ces déchets-là, nous devrions les rentabiliser et ça pouvait nous servir d'une manière ou d'une autre. Chauffer ces plastiques, les transformer. Mais nous avons compris que certains décideurs ne rapprochent pas les grands penseurs, ne rapprochent pas les gens, pour que nous tous nous mettions nos énergies pour que nous puissions améliorer. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, que ce soit à Kabari, que ce soit à Walungu, que ce soit... nous avons un problème de sol, nous avons un problème de terre, il y a un problème d'infertilité. Si nous parvenons à rentabiliser ces déchets, ça va nous servir pour la production. Aujourd'hui, nous avons un problème de sécurité alimentaire. Nous ne parvenons pas à manger 3 fois par jour, puisque nous ne sommes pas à mesure. Et pour cela, il faut importer. Nous sommes devenus dépendants. Nous importons les denrées alimentaires. Et ces gens-là, ils sont contents, puisque nous faisons entrer des devises dans leur pays. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous avons de l'espace, nous avons la terre, encore une bonne terre, que nous pouvons seulement améliorer. Mais moi, je vais revenir sur ce que je vous ai demandé auparavant. Quelle est la part de l'État dans cette, disons, dans cette sensibilisation? Que fait le gouvernement pour donner la chance à ce que toutes ces transformations se fassent? Oui, que fait le gouvernement? Le gouvernement fait sa part. Je vous ai dit que nous avons tous les instruments juridiques qui gèrent tous ces écosystèmes. L'État fait la sensibilisation. Avant de traquer les gens, il fait d'abord la sensibilisation. Même si la Constitution nous dit nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut que ces gens connaissent ces lois. Donc, l'État sensibilise la population. Là où ça cloche un tout petit peu, c'est que l'État n'est pas encore en mesure de traquer correctement les gens. C'est comme si c'est devenu une sorte de camaraderie entre les exploitants et l'État. Hein, l'État compatit presque dans les mains. C'est ce qui est un peu drôle. Ça, c'est vraiment mon observation par rapport à notre environnement. C'est-à-dire que l'État doit faire la part des choses. C'est qui est vrai qu'il fait la sensibilisation, mais il doit aller plus loin. Il doit aller plus loin. C'est-à-dire, il sensibilise, il donne l'information, mais aussi il corrige. Et moi, je pense qu'à cela, ça peut changer quelque chose. C'est là où je suis en train d'interpeller vraiment l'État congolais, notre État, de pouvoir changer la vision, la manière de voir les choses, pour que nous puissions effectivement vivre, comme le dit dans la Constitution, vivre dans un environnement sain. Voilà. Alors, selon vous, quelle serait la solution idéale pour la restauration de l'écosystème afin de protéger notre environnement et notre diversité, donner la part de tout un chacun sur le plan population, étatique, je ne sais pas, sur tous les plans? Oui. Au niveau pour des solutions, nous avons dit comme nous le faisons, c'est d'abord de conscientiser la population, que la population puisse s'approprier de tout ce que nous sommes en train de dire, hein, de prendre conscience, de dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour notre bien ou c'est pour notre mal. Il faut que la population sente ça, parce que s'ils ne sentent pas ça, c'est aussi une peine perdue. Au niveau de l'État, l'État aussi doit accompagner cette population, puisque nous tous, nous faisons partie de l'État. L'État doit nous protéger, n'est-ce pas? Et l'État doit continuer à orienter, à guider sa population, à dire ça ce n'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mauvais, et il corrige. Au niveau de nos partenaires, parce que nos partenaires, il y a certains des écosystèmes qui sont devenus des patrimoines mondiaux, et ils ont aussi cette obligation de nous venir en aide, cet appui, puisque aujourd'hui nous sommes défenseurs de nos forêts. Nos forêts participent d'une manière ou d'une autre à réguler l'atmosphère dans le monde entier. C'est-à-dire qu'ils doivent compasser ce que nous sommes en train de protéger. C'est vrai que nous les exploitons, mais nous gardons encore. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple au Cameroun, vous allez au Tchad, ils ont bouffé, ils ont gaspillé des ressources forêts. Mais nous sommes en train, malgré les contextes de guerre dans lesquels nous avons été plongés, mais nous sommes quand même en train de protéger. Les comités internationaux nous doivent.
les communautés internationales doivent nous assister et canaliser les fonds correctement pour lesquels ils ont bousillé, ils ont coupé, ils ont détruit notre environnement. Ça, c'est de la responsabilité du comité international. Parce que c'est eux qui ont accepté que ces réfugiés entrent dans ces pays. Ils ont détruit. Aujourd'hui, quand vous allez à Bousinga à l'époque, si vous passez, vous allez vers Ouvira, il y avait des primates là-bas. Il y avait des bons oiseaux, il y avait des serpents. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à Bousinga, il n'y a plus rien. À Ticheke, c'est vers Walungu, quand vous arrivez là-bas, il y avait une forêt. On les appelait, ces forêts-là, on les appelait des émaillés, des missions anti-érosives. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est pour vous dire que ces gens doivent nous donner des moyens, doivent appuyer le gouvernement congolais, puisque c'est eux qui ont permis à ces gens d'entrer dans notre pays et de détruire notre écosystème. Pour votre information, c'est comme ça que vous avez dit, est-ce que les comités internationaux donnent quand même quelque chose? C'est comme ça que je vous donne cette information. Il y a par exemple les organisations. Nous avons un projet du gouvernement congolais, la restauration des écosystèmes montagneux du Sud Kivu, qui est mise en œuvre par la FAO, mais c'est un projet du gouvernement qui est en train de restaurer les écosystèmes au niveau de la chefferie de Kabare et la chefferie de Wéché. Donc, à ce niveau, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. La GIZ, avec les informations que j'ai, elle va aussi bénéficier d'un fonds. Un fonds de Fonarette, Pirette. Ils vont aussi entrer dans le jeu de la restauration. Donc c'est pour vous dire que nous devons suivre. La société civile doit suivre le mouvement de ces fonds. Puisque c'est eux, c'est elle qui est comme un arbitre. Il doit suivre. Il dit, voilà les fonds qui passent de telle partie, ça fait ça. Puisque aujourd'hui dans notre pays, il y a pas mal de mafias qui se font par rapport au fonds. Et je suis quand même content que le président de la République est en train de se battre pour lutter contre les contrebandes, les gens qui bouffent l'argent de l'État sans pour autant travailler. Merci beaucoup, ingénieur. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très contents de votre patience. Vous avez été avec nous depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Nous avons été avec notre invité, ingénieur Fernand. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis toujours à votre disposition. À chaque fois que vous avez des questions environnementales, je viendrai y répondre. Merci beaucoup. Au revoir et au plaisir. Merci.